Mes respects, mes chers amours, et merci de vous joindre à nous sur la chaîne Moins et Chou Blague pour cette très belle émission que nous allons avoir ce soir. Aujourd'hui, cette émission est intégralement inspirée par l'interview que le professeur Théophile Obenga a donnée à la chaîne Les Funérailles des Tabous. Deux de nos frères l'ont rencontré et ils ont eu un moment succulent, un moment merveilleux parce que j'ai apprécié chaque moment de cette interview. Surtout quand on voit ces aînés qui sont encore là et qui ont un franc-parler qui nous dit la réalité telle qu'elle est. Que l'on soit d'accord ou pas, ils vont nous dire les choses là, bien placées. À nous de bien l'intégrer, à nous de faire la paix avec notre conscience et notre esprit, mais ils vont vous dire les choses telles qu'elles sont et c'est très bien ainsi. C'est probablement pour cela que cette émission garde un petit truc là dans mon cœur parce que je me dis, il faut que j'en parle parce que il a réveillé en moi quelques périodes de mon enfance, de ma jeunesse, parce qu'on va parler de jeunesse, n'est-ce pas? Et ce qu'il m'a ramené à revoir, c'était la conscience collective que portait en nous, en notre âme, cette jeunesse-là dont il fait référence. Pour le faire, pour entrer en matière, je vais vous lire 2 couplets de l'hymne à la jeunesse haïtienne qui a été rédigé par Édouard Antonin Tardieu en 1937. Ce hymne a bercé ma jeunesse. Et c'est probablement pour cela que j'ai encore cette conscience collective, ce désir de voir nos peuples à travers le monde rester debout, dignes et fiers. Alors on va commencer avec ce couplet-là. Nous te voulons, chère patrie, puissante et forte à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libres et prospères, ils t'ont légué. À leurs enfants, nous qui t'aimons avec ardeur dans la mêlée. Pour ton salut, nous lutterons. Et le couplet nous dit, c'est nous jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, que nous pouvons remplacer par n'importe quel pays du continent qui boulonne. Les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les fronts. Et si je prenais le temps de vous lire tous les autres couplets, vous allez tout simplement vous réveiller et vous battre. Et je comprends pourquoi que dans nos écoles d'aujourd'hui, on ne passe plus ce genre de message. On ne fait plus fredonner, chanter ces genres de couplets. Parce que ça, c'est le genre de couplet qui te laisse et qui te garde en alerte. Quand j'étais jeune, dans mon temps, parce que là, je suis arrivée au moment où je peux parler dans mon temps, je riais de ma mère quand elle disait, dans mon temps, on faisait. Moi, je disais, oh, elle exagère, elle en met plus qu'il en faut. Mais c'est vrai. Il faut vivre certains événements pour bien comprendre que fort souvent, ces gens-là nous parlent avec nostalgie du temps passé parce que certains en ont fait. J'ai grandi dans une famille, ma mère a toujours été une battante, une femme qui se mettait debout et qui prenait la cause de tout le monde, y compris mon père. Sauf que, contrairement à ma mère, mon père était moins bruyant. Je m'excuse, maman, je t'aime. Dans le sens que ma mère, elle parle, elle dit, elle fait. Mon père, il ne parlait pas, il fait, point barre. Et donc, c'est le genre de personne qu'on ne va pas voir dans les livres d'histoire, qu'on ne va pas voir, qu'on ne va pas parler de lui. Il a fait sa part. Paix à ton âme, papa. Il a fait sa part et il a tout fait pour que ses enfants aient une conscience collective. Donc, ce n'est pas que maintenant, là, comme vous me voyez devant un écran, parle de rester debout, d'être digne, de penser pour la justice, de voir la justice, de se mettre debout pour les bonnes causes. Ce n'est pas maintenant, là. Ça date de très longtemps. De très, très, très longtemps. Et quand tu grandis dans un climat où on te dit que tu dois rester digne, que tu dois te battre pour les gens qui en ont besoin, que tu peux être la voix des sans-voix, que tu as une obligation envers les gens qui ont porté tous les sacrifices, tu ne peux pas faire autrement. On nous faisait travailler d'arrache-pied. On avait des professeurs aussi qui étaient dignes, des gens qui ont suivi, des auteurs, des militants, des hommes de lettres, des hommes diplomates. On ne parle pas de diplomatie là de balle, on parle de vraie diplomatie. Des gens qui ont envoyé des lettres et qui ont dit, écoute là, ça va être ça, et qui ont agi en conséquence.
J'ai des tonnes d'exemples comme ça que je pourrais mettre sur l'écran, que je pourrais citer des noms, mais je le ferai pas aujourd'hui. Ce n'est pas le but de cette émission. Mais pour dire qu'on avait des gens qui sont restés debout, et on a encore. Il y a un diplomate qui reste dans ma tête. Et vous le savez, vous le connaissez maintenant. Ce Malien-là, cet homme qui se met debout et qui dit la vérité. Et qui ne cherche pas l'admiration et l'amour de qui que ce soit d'autre. Quand il sait ce qu'il dit est la vérité pure et simple. Et qui, à un moment donné, on doit se mettre debout et défendre ce qui est défendable. Et ce qui est défendable, c'est notre souveraineté, notre respect, notre dignité. Alors, sans rester dans les discours, parce que ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ce que nous voulons faire et ce que nous voulons que vous compreniez aujourd'hui, c'est que on a un concept de jeunesse qui est galvaudé, un concept de jeunesse qui est instrumentalisé, un concept de jeunesse qui est pris à la légère et qu'on ne comprend même plus ce qu'est cette jeunesse-là. Sans plus tarder, je vais vous laisser écouter le professeur Obenga sur la question de la jeunesse noire, la jeunesse africaine. Bon, pour la jeunesse, quel est le message? Mais il n'y a pas de jeunesse, la jeunesse. Oh là là, la jeunesse africaine qui... Mais elle existe où? Mais dans la Méditerranée, on a bien une... Non, c'est des jeunes qui vont mourir la Madère. C'est pas la jeunesse africaine, c'est des jeunes. Et la jeunesse, elle a fait quoi? Ici, est-ce que la jeunesse, un jour, spontanément, a dit que Cheikh Anta Diop est mort telle année? Nous, spontanément, de la Bastille à la place de la Concorde, on va faire la marche. Personne. Mandela est mort. Le jour de sa mort, c'est la prison, là, on faisait personne. Il parle de quoi? Kale Sankara. Il parle de quel génie? Ils font quoi? Il n'y a rien du tout. Mais professeur, c'est pas la faute des générations. Oh, mais il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Il ne faut pas faire, il n'y a pas de jeunesse. Regarde, la jeunesse, elle ne crie pas, elle travaille. Oui. La relation de la relativité d'Einstein, il n'a même pas 28 ans. Einstein. Il n'a même pas 28 ans. Gagarin a fait le tour du monde. Il avait à peine 27 ans. 27 ans. Macron a commencé à diriger la France à vers 35 ans. Vous parlez de jeunesse, quel jeunesse? Il faut tout quoi? Il se change, qu'est-ce qu'il faut? Mais justement, professeur. Il n'y a rien du tout. Au Miobé. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Félix Moumie, les Boganda, et les gens qui sont morts, les Lutuli, les Sankara. Mais il y a une jeunesse qui fait vivre... D'ailleurs, on est dans les 40 ans du décès de Cheikh Anta Diop. Le sens de cette interview est là. Nous, on demande au professeur Obenga, cette jeunesse, est-ce qu'elle n'est pas tributaire des générations qui sont venues avant? Comment, justement, avec tout ce qu'on a eu comme... Non, parlons, non, il n'y a pas de jeunesse. Tu connais Frantz Fanon, non? Oui. Il a écrit pour Normas à 23 ans. 23. Et à 23 ans, vous faites quoi? YouTuber, TikToker sur les réseaux. Professeur, je voulais revenir sur quelque chose. Parlons sérieux, il n'y a rien. L'Europe est très malin. Il a fabriqué un truc qu'on appelle la jeunesse africaine. Donc la jeunesse, vous serez jeune jusqu'à quand? On est enfant de 0 à 10 ans. Je suis dans l'enfance. Et dans l'enfance, un enfant peut apprendre 10 langues. 10 langues dans l'enfance. Après l'enfance, de 10 jusqu'à 17 ans, je suis dans l'adolescence. L'adolescence, le brevet, le bac, l'adolescence. L'esprit s'éveille, le corps s'éveille aussi. Le corps, les mamelles, les seins, le puberté. Et c'est l'adolescence. Après l'adolescence, de 18 jusqu'à 30, 35 ans, c'est la jeunesse. La jeunesse. Il fait la relativité. Il écrit Masquenon, Cheikh Anta Diop, à peine 24 ans, pas de la Renaissance africaine à 24 ans. Et vous avez 40 ans, vous parlez de quoi? De rien du tout, parce que vous êtes endormi par l'Occident à des techniques. Bon, après l'adolescence, entre 40, etc., c'est l'adulte. 40, 50, 60 ans, 70 ans, on est adulte. Il y a beaucoup d'Africains qui sont adultes, on les dit jeunes. Ils ont 50 ans, c'est des adultes déjà. Ils foutent quoi? Rien du tout. Après l'adulte, c'est la vieillesse, c'est la fin. Alors, vous avez compris. J'ai été quand même un peu embêtée, ou du moins triste de voir que ces journalistes-là, ces deux jeunes hommes, n'avaient pas du tout compris où le professeur Obenga voulait les amener dans la réflexion sur la jeunesse. Parce que le problème, c'est qu'ils l'ont pris de façon personnelle. Donc, pour eux, c'était comme si leur présence, le professeur Obenga leur faisait un genre de procès. Ils l'ont pris comme sien, ce qui n'était pas le cas. C'était pas le cas. La réflexion portait sur quelque chose de bien plus profond, de bien plus important. C'était de nous dire que il faut faire attention, il faut bien regarder. Et il l'a dit, il faut bien voir. Parce que nous avons ce problème de bien voir. Il faut bien voir. Pourquoi on ne va pas mettre l'accent sur la jeunesse japonaise, la jeunesse chinoise, la jeunesse indienne, la jeunesse je ne sais quoi d'autre?
On met l'accent sur cette jeunesse noire, sur cette jeunesse africaine, parce que on l'a instrumentalisée. On l'a utilisée à mauvais escient. Et c'est le cas tangible de cette jeunesse haïtienne qu'on a utilisée pour faire un front contre un gouvernement que l'Occident n'aime pas, que les Yanaya n'ont pas flairé, n'ont pas aimé. Et ils vont utiliser des universitaires, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, en temps normal, devraient avoir le bon sens pour dire non, on ne fait pas ça. On ne trahira pas notre nation, mais qui ont accepté des bourses par-ci, par-là, des promesses bidons, des promesses vides, et ils ont pris part pour lyncher un peuple, parce que c'est le cas de le dire. Une fois que cette jeunesse s'est mise debout contre le gouvernement, pas parce que ils n'avaient pas de bonnes revendications, mais c'est parce qu'on les a tellement bien embobinés, ils se sont mis ensemble avec ces détracteurs-là pour aller à l'encontre de la célébration des 200e anniversaire de l'indépendance. Vous comprenez? Une indépendance qui a été prise par la force parce que les Yamnaya, les colons, refusaient que nos aïeux puissent vivre dans la dignité. Donc c'est une jeunesse qu'on a utilisée malgré probablement sa bonne foi. Peut-être qu'il y en a eu parmi eux qui avaient la bonne foi, mais on les a instrumentalisés, on les a joués, on les a amadoués et ils ont accepté haut la main pour des positions, pour des intérêts personnels, uniquement personnels, de cracher sur le sacrifice d'hommes et de femmes qui se sont mis debout. Donc, ils ont regardé à court terme les choses. Ils n'ont pas regardé les répercussions parce que c'est ça qu'on paye maintenant en Haïti. Et c'est ce qu'on paye dans différents pays sur le continent et à travers le monde. Alors, le professeur Obenga a pris en exemple l'AES. Il a dit, mais cette jeunesse-là aussi, il y a une jeunesse qui existe là-bas. Ce sont des gens qui ont pris leur fougue, leur énergie, leur capacité et se sont dit, bon, c'est le moment, on se tient debout ou on périt ensemble. Et c'est ça qu'il voulait en fait pousser les journalistes à comprendre et que ce concept devienne une coquille vide qu'on utilise comme on veut, de la manière qu'on veut pour faire sortir n'importe quoi. Et il voulait nous interpeller en fait, nous faire comprendre que ça sert à rien de continuer à répéter comme des perroquets certains concepts. Et il a pris plusieurs exemples de concepts. Il a parlé de pays sous-développés. Il a mentionné plusieurs autres choses. Un petit extrait pour vous rafraîchir la mémoire. Eh bien, c'est ça, parce que ce que les gens, certains membres de cette jeunesse-là, qu'on pense comprendre, c'est que pour faire quelque chose, il faut probablement avoir des millions de vues, des millions de personnes derrière nous, et que là, à ce moment-là, donc, on fait quelque chose. Oui, il faut avoir des gens qui vont claironner. Oh, telle personne est magnifique, elle est merveilleuse, comme on fait d'ailleurs, on le voit avec le couple Obama maintenant, qui est apparemment vu comme le... C'est tout ce cirque-là que le professeur Obenga dit qu'il faut mettre de côté. Lorsqu'on nous joue là sur l'image et que au fond, c'est du n'importe quoi, il nous dit il faut être attentif à tous ces flaflas là autour de nous. Qu'il faut penser pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Mais malheureusement, les gars n'ont pas compris. Ils ont essayé maintenant de le piéger et ils ont sorti le sophisme ad nominem pour dire que, hey, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas laissé d'université, t'as pas laissé de musée. Ouais, c'est ça le truc. Quand tu n'es pas alerte, quand tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Et la majorité de notre jeunesse, c'est ce qu'ils font. Quand tu viens, tu commences à leur dire, écoutez, vous pouvez faire autrement. Oui, vos prédécesseurs, il y en a qui ont merdé, mais il y en a aussi qui ont laissé de bonnes traces. Il y en a qui se sont mis debout, qui ont fait des choses extraordinaires. Cheikh Anta Diop, pourquoi on parle encore de lui? Le professeur Théophile Obenga, moi je ne veux pas oublier certains parce qu'il y en a certains qui sont toujours en vie, il y en a d'autres qui sont décédés, qui nous ont précédés. Il y a une dame aussi qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais jeune, Aline Sito, je ne sais pas si on prononce le E, Sitoé, Sito Diatta du Sénégal. Ce
qu'on appelle la prêtresse de Cabrousse. C'est une professeure qui m'a parlé d'elle. Je ne vais rien dire de plus sur elle parce que vous avez cette responsabilité de faire vos propres recherches aussi. Parce que c'est ça, on avait des professeurs qui nous poussaient, qui nous encourageaient, qui nous amenaient à donner le meilleur de nous. Autant qu'il y a eu des flaflas là, mais il y en a eu aussi de qualité, des professeurs qui nous poussaient à aller de l'avant, à faire, pas seulement aller de l'avant pour nous, pour nos propres intérêts, mais aller de l'avant pour l'image positive de nos pays, pour le fait de bien faire, pour le fait de penser à la population entière. On en a eu. Ils veulent nous faire croire qu'on a eu que des imbéciles, que des gens qui étaient là pour leur bien-être. Il y en a eu. Mais nous avons eu aussi des hommes et des femmes valables, de qualité, de valeur. Et la jeunesse doit s'inspirer de ces gens-là. Si on veut parler de jeunesse, on avait des clubs de lecture, pas pour lire des harlequins, parce qu'il y en a eu aussi, qui ont lu que des harlequins, des petits trucs de cow-boy, Lucky Luke. Il y en a eu ces gens-là. Mais nous avions aussi eu des clubs littéraires et je crois que Bitova Oba, dans l'interview qu'il m'avait accordée, il en a parlé. Il a dit c'est pour cela qu'on a eu des Franck Etienne, on a eu des Émeline Michel et plein d'autres. Parce que ces clubs de lecture nous permettaient d'analyser, de lire nos philosophes, nos intellectuels, ceux qui venaient, qui proposaient de nouveaux concepts et qui disaient, il faut qu'on aille de ce côté-là. Donc, des gens qui nous guidaient, qui guidaient la population vers des actions tangibles, positives et qui bénéficiaient nos peuples. Donc, pas des gens qui, on leur donne un petit poste ici parce que c'est ce qui s'est passé avec notre jeunesse et c'est ce qui se passe toujours avec cette jeunesse-là. Et c'est pour cela qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui prennent ça au niveau personnel. Je ne parle pas des journalistes, je parle de ce groupe-là, de cette communauté qu'on appelle jeunesse. Ils sont obligés de prendre les critiques de façon personnelle parce qu'ils savent qu'ils ne luttent pas et qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne se mettent jamais debout pour la cause juste, pour la cause collective. On leur propose un petit poste ici, un petit poste dans un truc international, on leur donne une subvention et puis là, on ferme les yeux sur les exactions, on ferme les yeux sur les exploitations à outrance dans nos pays parce que tout ce qu'on voulait, c'est être bien, nous. On s'en fout si le reste de la population n'a pas d'électricité, on s'en fout si le reste de la population n'a pas de bons hôpitaux, on s'en fout si le reste de la population ne peut pas avoir un bon système scolaire. Pourvu que nous soyons bien et que nous puissions voyager à travers le monde, on s'en fout du sort de Timari, de Tipierre, parce que nous avons la capacité d'être dans cette bourgeoisie, de rencontrer des Yamnaya, de faire des photos avec monsieur et madame Yamnaya. Et ça nous suffit amplement. Le professeur Théophile Obenga voulait nous réveiller. Il voulait mettre l'accent sur notre incapacité à bien voir, à bien analyser, à bien comprendre, à bien saisir la politique internationale, la géopolitique, la géostratégie, parce que nous n'en avons pas. Je remercie ces journalistes qui ont pu donner la parole, qui ont donné la parole au professeur Obenga, qui va nous laisser une réflexion sempiternelle, qui va nous laisser une autre façon de voir cette jeunesse-là. Nous devons donc être conscients de ce que nous projetons, de ce que nous faisons. C'est ça, c'est le message du professeur Obenga, selon moi. On ne peut pas être une jeunesse qui a toutes ses capacités, la capacité physique, la capacité intellectuelle, la capacité, voire monétaire à certains égards, et que nous voulons tout simplement attendre à ce qu'on nous donne, à ce qu'on nous fasse faveur. Ce qu'il voulait dire, c'est que la majorité des gens qui ont réalisé les choses les plus extraordinaires dans ce monde-là l'ont fait à un jeune âge. Ils l'ont fait à un jeune âge parce que c'est le moment de la vie où on est le plus productif. Donc, il voulait nous dire, ne pas gaspiller votre temps. Faites ce que vous avez à faire. Parce que après ça, c'est fini, c'est passé. Donc, faites ce que vous devez faire. Parce qu'à un moment donné, vous n'aurez plus cette latitude. Il a vieilli, il a laissé sa part. Il a fait ce qu'il devait faire. Donc là, il est en train de nous encourager, de nous pousser même à faire le plus que possible. Et à chaque fois qu'il vient avec une chose qui nous dit, OK, il faut aller là, il faut aller là, il faut faire ça. Et puis, vous voyez que les jeunes qui ne l'écoutent pas, ils disent, oui, mais, et vous aussi, et nos gouvernements ne nous donnent rien. Il est en train de nous dire que nous, dans notre temps, nous n'avions pas attendu nos gouvernements, nos chefs d'État pour faire quoi que ce soit. Parce qu'ils n'ont pas mis une arme sur votre temple pour dire que vous devez rester là, tranquille et attendre votre mort paisiblement. Ce qu'il voulait dire, c'est que on ne va pas vous donner la place. C'est à vous de prendre votre place.
C'est à vous aussi de redéfinir votre époque, votre temps. On ne va pas vous faire faveur. Et si on vous fait faveur, prenez garde. Parce qu'il doit y avoir un piège quelque part. C'est ça, il est en train de vous dire, soyez vigilants, soyez prêts, soyez fermes, ayez une vision, un objectif. Pas seulement pour vous, mais pour votre collectivité. Et quand on parle de collectivité, on parle de vos pays respectifs et de la réalité nègre. Il l'a dit. Et j'ai aimé quand il insistait sur le mot nègre. C'était une façon de vous dire, hey, cette lutte n'est pas terminée. Vous avez vu ce qui se passe avec la Coupe du Monde. La lutte n'est pas terminée. Il est en train de nous dire de nous réveiller, de rester vigilants. Mais les pauvres frères n'ont pas compris ça. Ils étaient là, ils essayaient de justifier et voir à la fin, ils lui ont envoyé une pique, une flèche. Pour dire, et toi, qu'as-tu fait? T'as pas laissé de musée, t'as pas fait de musée. J'ai adoré sa réponse. Écoutons sa réponse. Je ne cherche pas à rejeter la faute sur qui que ce soit d'autre, mais je dis, vous faites un travail, le travail que vous avez fait. Tu sais, quand par exemple, France Fanon dit que, chaque que je vois sa session là, Oui. etc. Mais est-ce qu'on lui a dicté ça? Non, clairement, non. Hein? Quand Cheikh Anta Diop dit ceci, les mois, les jours, est-ce qu'on lui a dicté ça? Non, clairement, non. Hein? On ne dicte pas. Les jeunes, ça n'existe pas en Afrique. C'est des mots que l'Europe a inventés pour nous faire berner encore une fois. Hein? Pourquoi on ne parle pas de la jeunesse de l'Inde? Bonne question. Non, c'est juste, en tant que catégorie, c'est difficile à identifier. La jeunesse de l'Inde, ils ont dit qu'ils avaient un physicien Homi Bhabha, qui alors a fait le nucléaire d'ailleurs, et qu'ils ont demandé la permission à qui? À personne. Ils ont dit qu'au XXIe siècle, tout mathématicien réputé dans le monde doit passer par l'Inde. Ils se sont organisés. Et qui leur a dicté ça. On décide, on ne peut pas parler tout le temps, parler, il faut. Mais fais quelque chose. Moi, on m'a pas décidé. J'ai dit, j'ai lu, j'ai compris, j'ai vu, j'ai dit, il faut faire. On n'a pas besoin de discuter. Mais je suis convaincu, bon, fais. Donc, selon vous, la jeunesse africaine ne sert à rien puisqu'elle attend toujours les... Mais parlez pas de la jeunesse américaine ou Brésil. Pourquoi vous ne parlez pas de la jeunesse de l'Inde ou de la jeunesse chinoise? Toujours, il y a la jeunesse dans le monde, il n'y a que la jeunesse africaine. Non, c'est parce que nous sommes africains et c'est pour ça que... Hein? Mais on n'a jamais parlé de la jeunesse de l'Inde, de la jeunesse chinoise, de la jeunesse japonaise. Les professeurs. Hein? On ne parle que de la jeunesse africaine. C'est-à-dire de quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe nulle part. Parce que nous ne créons pas, donc nous n'existons pas en tant que jeunesse. La jeunesse n'existe pas au Kenya, quels jeunes là-bas qui font quoi? En Tanzanie, au Rwanda, au Cameroun, au Gabon. C'est quoi? Ils font quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes que des grands enfants, que vous voulez nous dire là? Non, c'est pas question de la jeunesse. Il faut voir la jeunesse. Par exemple, qui a créé les États-Unis d'Amérique, dont nous sommes fiers aujourd'hui? C'est les gens de 28 ans. Ouais. Et alors, ils ont demandé la permission à qui? Ils ont fait les quoi? Ils ont la jeunesse. Ils ont dit faisons ça. Pourquoi? Parce que nous serons les puissants dans le monde. C'est tout. Mais sur le continent africain et dans la diaspora, Ils ont demandé, ils n'ont pas demandé les diasporas chinoises ou diaspora Angleterre. Ils ont dit 28 ans, mais Jefferson, et 30 ans, Madison, et 33 ans, Hamilton. Ils ont fait la Constitution, ils ont fait les États-Unis d'Amérique. C'est les gars de 30 ans, pas plus. Et celui qui les a mobilisés dit faites ça, c'est le jeune Franklin, il avait 80 ans, il avait la boute. Il participe à toutes les réunions. Et le plus aîné, vieux d'entre eux, il a eu le cinquantaine. C'est le général Washington qui deviendrait le premier président. C'était des jeunes gens. En tout cas, professeur, je pense qu'on a compris votre positionnement psychologique. Effectivement, on doit... Mais il ne s'agit pas de position. Il faut jouer des choses normales ou anormales. Oui. Il faut faire des choses normales. Oui. C'est tout. Pas des choses anormales. Professeur, vous avez eu un sacré parcours. Vous avez produit beaucoup d'œuvres intellectuelles. Aujourd'hui, en République du Congo, qui est votre pays, pas une seule bibliothèque par Monsieur Obenga. Vous qui avez été l'homme qui a accompagné Cheikh Anta Diop, vous avez parlé de l'égyptologie, vous avez parlé de l'histoire de vos peuples de la République du Congo. Pas un musée d'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, mais s'il n'y a pas de musée, s'il n'y a pas de bibliothèque, au moins j'ai fait l'université de Kinteli. Au moins ça, on ne peut pas tout faire. J'ai fait l'université plus importante. Et les musées viendront et d'autres donneront le... J'ai fait l'université. Pourquoi on ne parle pas de l'université que j'ai créée? J'ai fait tous les plans.
C'est vous qui avez fait les plans de l'université de Kitele. Hein? Ah ben, vous ne le savez pas. Vous savez que les musées, les bibliothèques. Si, sur l'université, je sais aussi que vous avez dit que ça n'avait pas été fini. Oui, mais alors, Que je sais. et ça, personne n'en parle. L'université, il faut parler des musées. J'aurais fait des musées, on dit ça suit pas. J'aurais fait la bibliothèque, ça suit pas. Mais l'université, et ça emploie plus de 2000 étudiants déjà. Et puis, ils les enseignent là-bas des choses nouvelles, et l'informatique, des choses comme ça, la robotique, etc. Et les Chinois, les Japonais veulent créer un centre de mathématiques de 3 à 30 ans pour les étudiants. C'est peut-être là que, en fait, Donc, ça, personne n'en parle. Ça, c'est pas une création. ou que si, c'est une très grande création. Une université, c'est justement un ensemble de... On peut pas y tout faire. Je fais ça. Parce que pour faire ça, il faut convaincre les gens, pour chercher les moyens. Il faut faire ceci. C'est pas que je viens, j'impose. Et c'est donc vous qui avez donné le nom de l'université de Nissa Songeso. Mais ça, c'est peu importe. Ce qui importe, c'est l'université existe, travaille, continue. Ça s'appelait pas Cheikh Anta lycée de Dakar. C'était lycée française. Que on avait interdit à Cheikh Anta de l'enseigner là-bas. Aujourd'hui, l'université porte le nom de Cheikh Anta Diop. Les choses, il ne faut pas s'accrocher à ce qui est inessentiel. L'essentiel, appelez ça l'université de cacao, de n'importe quoi, peu importe. Prouvez qu'il y a l'université. D'accord. En tout cas, ce qu'on a compris, et merci aussi pour ce projet d'université qui peut-être aidera la jeunesse. Vous appelez ça l'université de Bongo, non? Omar Bongo, il a fait. Oui. Il n'est même pas insistant. Hein? Et pourtant, l'appel, pour qu'on te donne le nom de quelqu'un, il est président dans son nom. Merci. Donc, on ne développe plus l'université parce que ça fait Omar Bongo. Magnifique réponse, Monsieur Obenga. Parce que ce sophisme qu'on utilise souvent là, pour faire taire aux gens qui essaient de nous pousser à faire mieux, ça passe son temps. J'ai adoré cette interview, vous pouvez pas imaginer. Ça m'a ramené vers mon enfance, ma jeunesse, pour dire que, ah là, je comprends encore mieux pourquoi nos aînés nous poussaient à faire mieux et à penser collectivité. Il y a certains termes maintenant qu'on dit, le communautarisme, le ceci, le cela, des trucs là qui sont pour moi vides, tout ça, des concepts. On parle pour parler par moment. Tout ça, c'est pour rendre péjoratif l'idée de communauté, l'idée de vivre ensemble, l'idée de se mettre debout ensemble, l'idée de se protéger mutuellement. Communautarisme, blabla. La communauté a toujours été notre force. Et vous voyez maintenant, c'est pour cela qu'on est à ce niveau-là, parce que on a laissé ça. On a laissé cet esprit d'entraide. On a laissé cet esprit de se battre ensemble pour le bien-être de tous et toutes. Et donc, on arrive à ça. Alors, pour ne pas avoir à nous répéter, parce qu'on veut que ce message soit clair. Donc, en résumé, le professeur Obenga nous dit que la jeunesse est un concept élastique. On peut tirer ça autant qu'on veut. On peut la dénaturer, on peut faire ce qu'on veut avec. Mais la réalité nous dit que la jeunesse, ce sont les personnes à fleur de l'âge qui ont la capacité, qui ont l'audace, qui ont une vision, qui ont une envie de grandeur collective. Et que cette jeunesse doit, de par elle-même, réfléchir à son état et ne pas se laisser impressionner ni pousser vers des directions qui ne sont pas la leur. Que cette jeunesse doit être une jeunesse consciencieuse, une jeunesse qui veut voir le bien-être de ses frères et de ses sœurs. Une jeunesse qui est capable de venir et de découvrir et de développer et de définir ses propres concepts. Une jeunesse qui a sa tête bien placée sur ses deux épaules. Une jeunesse qui se tient debout et qui ne se laisse pas acheter par n'importe qui et par n'importe comment. Et que cette jeunesse-là qu'on pousse, qu'on met sous vos vraies épaules et qu'on ne fait pas pour les autres pays, pour les autres communautés, ce qui veut dire que vous devez être toujours vigilant. Vous êtes les prochains décideurs. Vous avez une lourde responsabilité. Vous ne pouvez pas construire en étant ceux et celles qui vont tout simplement ramener à la génération d'avant à leurs erreurs. Vous devez apprendre de leurs erreurs pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça vous sert à rien de dire, oh, mon père a fait, ma mère a fait. Oui, ils ont fait. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Maintenant, vous qui avez pris connaissance et conscience de ce qu'ils ont fait et qui avez compris où ils ont réellement merdé, maintenant, c'est à vous de corriger. C'est à vous de faire le contraire de ce qu'ils ont fait. C'est à vous de faire mieux parce que vous avez maintenant eu la chance de constater leurs forces et leurs faiblesses. C'est ça, une jeunesse.
arrêtez de trouver à tout vent les erreurs des autres parce qu'il va toujours en avoir et vous allez en faire aussi. Et vous devez aussi réfléchir à ce que l'autre génération va retenir aussi de les mêmes choses. Donc, vous avez intérêt à faire mieux. C'est tout ce qu'on vous dit. En tout cas, j'attends vos réactions. Et je vais continuer de vous dire, de vous encourager à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et il le faut, parce que pourquoi vous allez regarder la vidéo sans vous abonner? Hein? Dites-moi. Pourquoi vous allez regarder la vidéo sans partager, sans commenter? Hein? Ça vous sert à quoi? Vous allez le faire, hein? Parce que sinon, cette chaîne va mourir. Vous avez remarqué que malgré toutes les distributions, YouTube, les émissions ne font même pas 1000 vues. Vous avez compris? Donc, vous avez votre part à faire. Vous dites toujours, qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre a fait. Sur ce, je vous dis tous, Jambalague. Bisous, beaucoup d'amour. À la prochaine émission. Faites votre part. Le continent se réveillera, les afro-descendants partout dans le monde se réveilleront quand chacun et chacune d'entre nous va décider de faire sa part. Merci professeur Obenga. Merci à tous les hommes, à toutes les femmes qui, d'une façon ou une autre, ont permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Bravo et merci à tous ceux et celles qui continuent de se battre, même dans l'ombre, pour le bien-être collectif. Moi, nous. Je vous aime tous. À la prochaine. On ne lâche pas.